Bonjour Vincent Prouvé Bonjour et Philippe. merci d'avoir accepté cette invitation pour cette série d'entretiens autour de l'œuvre de Pierre Solier. Ces entretiens auront pour but de rendre sa pensée plus accessible. Chaque entretien explorera un concept clé de son œuvre et aujourd'hui nous parlerons mythe-analyse. Mais auparavant, permettez-moi de vous présenter rapidement. Vous êtes docteur en psychologie clinique et titulaire d'un diplôme d'études supérieures en psychothérapie. Vous vous êtes formé à la psychologie analytique à l'Institut international Charles Baudouin. Vous avez exercé dans plusieurs institutions de soins et aujourd'hui vous pratiquez en cabinet à Toulouse. Vous vous êtes également formé à la thérapie par le jeu de sable. En tant que chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles, vous menez des recherches sur les processus psychiques de transformation à travers plusieurs articles et conférences, et en 2013, vous publiez aux éditions L'Harmattan les processus créatifs dans la schizophrénie à partir de C.G. Jung, ouvrage qui est en fait votre thèse de doctorat. Membre de la SFPA, de l'IAAP et de l'Institut international Charles Baudouin, vous avez aussi animé pendant 5 ans un groupe de lecture sur La femme essentielle, ouvrage clé dans la pensée de Pierre Solier. Ma première question portera sur la mythanalyse elle-même. Comment définiriez-vous ce concept et en quoi peut-elle être un outil pour nous aider à comprendre les processus psychiques? Alors, tout d'abord, merci de m'inviter pour cette interview. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été attiré par la pensée de Pierre Solier parce que comme vous l'avez mentionné, j'avais fait ma thèse sur la schizophrénie et dans la schizophrénie, nous sommes dans des processus fortement reliés à la grande-mère. Voilà. Et du coup, bon. L'ouvrage de Pierre Solier, donc la femme essentielle, la grand-mère et ses fils amants, vraiment, et toutes les recherches de Pierre Solier étaient vraiment autour de ce monde archaïque. Voilà. Alors, Pierre Solier, bien évidemment, était un analyste jungien et a été président de la SFPA. Donc, en tant que jungien, il connaissait très bien les mythes, les grands mythes du monde qui forment notre psyché objective, comme nous dit Jung, ce qu'il a appelé aussi l'inconscient collectif ou transpersonnel. Donc, Pierre Solier, en quelque sorte, continue les recherches de Jung, qui déjà avait inauguré en 1912 avec son Métamorphose et symbole de la libido. Jung avait inauguré, on va dire, la mythanalyse en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faisait des parallèles entre des processus psychiques personnels, de la psyché des individus, il faisait un parallèle avec les grands mythes de l'humanité. Et ça, c'est une découverte majeure. Mais Donc, oui. les similitudes entre les discours psychotiques et certains mythes qui ont conduit Jung à formuler son idée d'inconscient collectif et des archétypes, à l'inverse, est-ce que la mythanalyse ne peut-elle pas nous révéler des archétypes à l'œuvre dans les processus psychiques? Alors, la mythanalyse, c'est vraiment l'application du mythe à l'analyse, c'est-à-dire que Solier l'a fait notamment avec le cas de l'or qu'il a publié. Bon, il l'a fait effectivement certainement avec d'autres cas, bien entendu, qu'il n'a pas publiés. Euh, alors, il utilise des cas cliniques dans la femme essentielle aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en clinique, dans ce que vivent les personnes, dans les analyses, eh bien, on repère des mythes à l'œuvre, si vous voulez. Donc, euh, alors c'est pour ça que c'est important de connaître les mythes du monde, enfin,
tant que faire se peut, on ne peut pas tout connaître, mais en tout cas, l'intérêt pour les mythes du monde, parce que quand on est face à un patient dans la conduite d'une analyse, il y a parfois des rêves, ou il y a parfois des vécus du sujet lui-même, de la personne, qui, au premier abord, sont complexes ou ont l'air incompréhensibles ou ont l'air difficilement compréhensibles. Et si on a en arrière-plan la connaissance de certains mythes, on peut faire des liens. Par exemple, récemment, enfin, je me souviens d'un homme, eh bien, dans la moitié de sa vie, il me parlait d'une mère dont il avait très peur et qui avait comment dire, qui parfois faisait des abus alcooliques importants. Et tout de suite venaient en mémoire certains mythes d'une grande-mère furieuse, d'une grande-mère déchaînée, comme par exemple Kali dans le mythe de l'Inde, ou Bastet ou Hathor en Égypte, qui sont Donc, des déesses ce furieuses. rapprochement, c'est vous qui l'aviez fait. Donc, c'est pas votre patient, c'est vous qui l'aviez fait. Ah, Le ben oui, parce que le rapprochement. patient ne connaît pas, le patient Voilà. ne connaît pas. C'est-à-dire Et que en quoi cela vous aide à accomplir un travail thérapeutique, le fait d'avoir identifié un mythe qui semble offrir un parallèle avec les propos de votre patient? En quoi ça vous aide? Ça vous... euh, alors, en fait, euh, alors, le parallèle ne se fait pas de manière copier-coller hein, dans un automatique en disant, ah, ce que vous avez fait comme rêve, c'est exactement ce mythe-là. Euh, il faut revenir à ce que veut dire un mythe. Un mythe, c'est un récit collectif de l'humanité. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'un mythe reflète les processus dans la psyché d'un groupe, d'un peuple. Bon, après, il y a des mythes locaux et des mythes plus globaux. Il y a des mythes importants qui parlent à toute l'humanité, mais il y a parfois des mythes plus locaux, en quelque sorte. Mais le mythe parle toujours de processus à l'œuvre dans la psyché des peuples, mais dans la psyché individuelle. Donc, quand une personne vit des choses dans sa vie ou fait des rêves et que parfois euh, voilà, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, ou bien aussi parfois dans des rêves, il y a certains éléments symboliques qui font référence à certains mythes, le fait de- que l'analyste ait en tête le mythe et éventuellement, quand c'est le bon moment, de l'évoquer auprès du patient, eh bien, ça permet de donner une orientation, de donner une orientation à ce que le patient vit parce qu'il vit dans un chaos. Et le mythe permet de donner une orientation, c'est une forme de canalisation, comme un canal qui canalise l'eau qui serait la libido, mais le mythe donne une certaine orientation à ce qui est en train de se passer. Et le Et mythe, comme le mythe est un cycle complet, eh bien, il balise un peu le processus, si vous voulez. donc pour l'analyse, ça lui permet de visualiser un petit peu le terrain sur lequel évolue le discours de son patient. Ça lui permet en même temps de voir un peu ce qui se prépare, ce qui pourrait advenir et dans quel contexte son discours s'inscrit. Mais c'est-à-dire si vous voulez, il y a la question du chaos pour moi. La question du chaos, c'est que il y a parfois des patients, moi je parle plutôt des patients, par exemple, en grande souffrance, voire dans des processus de crise importants. Avoir pour l'analyste en arrière-plan un mythe, ça permet de mettre un peu d'ordre dans le chaos. Et ça permet de se dire, tiens, ce patient vit cette crise, eh bien, d'autres humains ont déjà vécu ce genre de crise depuis des milliers d'années. Des sociétés ont vécu ce genre de crise et des mythes en ont été créés. Ça veut dire que cet humain devant moi n'est pas unique à avoir vécu ce qu'il a vécu. Donc, ça donne, si vous voulez, des balises. Ça donne Oui, plutôt des balises. C'est pas que ça va guider l'analyse comme une forme de copier-coller, comme un manuel à suivre oui, oui, de thérapie, comme un copier-coller. oui. Mais ça permet de donner une organisation au chaos, si vous voulez. Voilà, une mise en forme du chaos. Et ça, c'est très important.
Maintenant, parfois, on ne va pas forcément le communiquer aux patients, si vous voulez. C'est pas une sorte de, comme je vous dis, de manuel de procédure à faire en thérapie. Mais pour l'analyse, voilà, ça permet de resituer le mythe individuel enfin, le mythe individuel de la personne, ce que vit la personne individuellement, dans quelque chose de plus vaste qu'elle, pour en donner du sens. Voilà. D'accord. Pierre Solier a introduit son concept de mythanalyse en 1978 à travers 4 conférences qui parlaient des grandes déesses mères. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les principaux mythes autour de la déesse mère que Pierre Solier a évoqués? Mais il a principalement utilisé, donc il y a le grand mythe babylonien de Tiamat et Marduk. Mhm. Le chaos, Euh, le fameux comment? chaos. Voilà. Alors, tout à fait, absolument. Donc, voilà. Donc, qui est un mythe très important parce qu'il montre euh, euh, de nombreuses séquences dans ce mythe et il montre effectivement le combat de Marduk contre une grande déesse mère qui veut tout détruire. Voilà, Tiamat qui est en guerre contre tous les autres dieux, parce qu'ils ont tué Apsu, en quelque sorte. C'est-à-dire que voilà, il y avait une CGJ primordiale, c'est-à-dire un couple primordial, Tiamat et Apsu, puis elle fait des enfants, Apsu est embêté par le bruit et il veut tuer tous ces enfants. Enfin, ensuite, il y a une guerre entre les dieux et Apsu est tué et Tiamat veut se venger. Voilà. Donc, et ensuite, il y a Marduk qui, est qui arrive à se faire élire comme le représentant des autres dieux. Il arrive à tuer Tiamat. Et ce qui est intéressant dans ce mythe, c'est que en découpant Tiamat, à partir des différentes parties de la déesse primordiale, il crée le monde, il crée le ciel, la terre, etc. Donc c'est un mythe de combat contre la grande déesse mère, mais aussi un mythe de création. Voilà. D'accord. Oui, c'est ça. C'est donc c'est pré-cosmogonique et cosmogonique après le démembrement d'ailleurs, je crois, de Tiamat, hein. Et Absolument, voilà, exactement. Voilà, exactement. Et, voilà. Et ça, ce sont des mythes, si vous voulez. Bon, j'avance peut-être un peu là. C'est que dans la psyché individuelle, dans l'évolution de alors, la psychogenèse, eh bien, nous retrouvons aussi ces différentes étapes. Nous devons nous extraire d'un, d'un- d'une mère primordiale d'un chaos primordial, c'est-à-dire d'un inconscient primordial, si vous voulez. Voilà. Alors, quand j'utilise le mot mère ici, j'ai plutôt parlé sur le plan symbolique, hein, parce que, bon, il faut faire la distinction entre la la mère réelle. grande-mère, on va dire, la grande-mère La jungienne. grande-mère qui est un peu l'origine, si vous voulez, qui est l'inconscient. Voilà, l'inconscient matriciel, l'inconscient, voilà, parce que l'inconscient des origines, l'inconscient de nos origines. Voilà, parce que d'abord, on est en tant que bébé dans l'inconscient. Voilà, et petit à petit, la conscience évolue. Voilà. Alors il y a les autres mythes, il y a Cybèle et Attis, et il y a Isis et Osiris. Alors le quatrième, il m'échappe là, tout d'un coup. Il y a Déméter et Perséphone Mais et voilà, Corée. Déméter et Perséphone, voilà, tout à fait. Oui. Mais ces mythes à l'époque, ils étaient vécus comme des récits ou des religions avec des rituels très intenses. Est-ce que c'était des récits ou vraiment des pratiques religieuses? Alors, Solier est très clair là-dessus. C'était des pratiques religieuses. Ah oui. Donc, Ça organisait la société. c'était un système symbolique très fort. Absolument. C'était une religion, mais qui était le système symbolique suprême, je vais dire, mais qui organisait toute la société, effectivement. Comme vous le dites, un système symbolique intégral pour la société. Et, Absolument. et- et le fait que Oui. dans ces rites, il y ait des rituels très sanglants, hein, des castrations, de beaucoup de violence, est-ce que ça révèle peut-être un stade évolutif de la civilisation humaine où leur représentation symbolique était quand même à travers des représentations très violentes?
Mais si vous voulez, la- la- c'est la notion du sacrifice, c'est-à-dire que au tout début, on sacrifiait l'être humain. Au tout début, il y avait des sacrifices d'êtres humains. Voilà. Oui, Alors, tel être humain était choisi dans le groupe et représentait une victime euh, qui était nécessaire pour la régénération de la terre locale qui concernait ce peuple, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que l'humain, il y a une nécessité dans l'humain du sacrifice. Pourquoi la nécessité du sacrifice? Parce que le sacrifice permet la transformation. Euh, Voilà, le sacrifice permet la transformation. D'ailleurs, dans notre vie à nous, on dit ah ben il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices parce qu'on sait que si j'ai difficile, je fais des gros efforts et je prends sur moi-même, je vais obtenir quelque chose en quelque sorte. Voilà. Bon, donc il y a quand même cette idée que pour se transformer, il faut abandonner quelque chose. Eh bien, abandonner quelque chose, c'est le sacrifice, si vous voulez. Parce que dans le sacrifice, il y a la mort et la deuxième partie, c'est la renaissance. Voilà. Alors, quand on est dans le sacrifice, on ne sait pas ce qui va devenir après. Mais le mythe nous dit, qui est ce grand récit de l'humanité, le mythe nous dit, la mort est accompagnée de renaissance. Si on sacrifie euh, une victime, dans ces religions anciennes, hein, je parle, eh bien, ça va provoquer la régénération du cosmos. Et du cosmos pour ces êtres-là de cette époque, c'était leur vie à eux, leur organisation. Ça régénérait la terre pour les récoltes, etc. Ensuite, petit à petit, il y a eu l'évolution de la société où il n'y avait plus une victime sacrificielle, mais on sacrifiait un animal. Puis après, on a plus sacrifié d'animaux, on a sacrifié enfin, voilà, c'était de plus en plus symbolique en quelque sorte. Voilà, c'était de plus en hmm. plus symbolique. C'était par Alors, exemple, oui, est-ce que Pierre Solier voyait pas dans ses sacrifices une préfiguration du sacrifice de l'homme moderne euh, qui, lui, a aussi un sacrifice à faire dans son travail de transformation. Est-ce qu'il met ça en parallèle, en quelque sorte? totalement, totalement, mais j'ai presque envie de dire même plus que ça, c'est que la nécessité du sacrifice apparaît dans les rêves de nos contemporains. C'est-à-dire que quand vous êtes en analyse, quand une personne effectue une analyse, c'est donc tout un processus, euh, eh bien, à un moment, il peut y avoir des rêves qui lui font sentir la nécessité du sacrifice. Par exemple, il y a des rêves qui mettent le sujet lui-même, le rêveur, mort. Voilà. Ah tiens, c'est bizarre, je fais ce rêve, je suis dans une église et dans le cercueil, c'est moi. Tout le monde pleure, il y a la messe, etc. Et puis, c'est moi qui suis dans le cercueil. Voilà. Et donc, euh, après, il y a tout un travail qui se fait où la personne petit à petit élabore sur son rêve et comprend que elle vit une transformation, que l'ancien moi, enfin ce qui deviendra l'ancien moi, est en train de mourir. Il faut l'abandonner pour acquérir une nouvelle, enfin, une nouvelle personnalité, c'est-à-dire c'est la transformation. J'abandonne un vieux moi pour en acquérir un nouveau, si je peux m'exprimer ainsi. Mhm. Et, et parfois, ça peut être vécu dans un état de dépression, si vous voulez, où la personne désinvestit le monde extérieur et n'a plus de repères, n'a plus de repères. Et petit à petit, avec les rêves, eh bien, la personne, enfin, les rêves et la relation transférentielle, la relation thérapeutique avec l'analyste, eh bien, petit à petit, la personne va renaître, va trouver une autre personnalité plus ample qui lui correspond mieux et se retrouver dans sa vie et parfois faire des nouveaux projets, etc. Voilà. Dans l'œuvre de Solier, le concept de fils amant
est centrale. Que recouvre ce terme et pourquoi Solier considère-t-il comme une alternative nécessaire au mythe d'Oedipe proposé par Freud? C'est-à-dire que Freud, lui, propose, enfin, bon, Freud avait ses hypothèses psychanalytiques sur la sexualité et sur cette idée que Oedipe devait être, enfin, c'est l'idée que nous tous nous connaissons, euh, tuer son père pour avoir sa mère. Bon. Mais Freud en a fait, et la psychanalyse freudienne en a fait quelque chose en promouvant cette idée de castration, en a fait quelque chose de tout à fait raccord avec le patriarcat, en quelque sorte. C'est-à-dire euh, euh, où la castration oedipienne, puisque finalement, le petit qui veut tuer son père est dans le mythe couché avec sa mère, eh bien, à un moment donné, il faut le castrer, c'est-à-dire il faut l'arrêter, il faut Un, l'empêcher de désirer sa mère, et voilà. un Et interdit. c'est symbolique aussi, moi je le dis comme ça, mais c'est Un interdit. symbolique. Un C'est un- interdit, on va dire. Tout à fait, mais c'est un peu l'idée que il faut substituer à une jouissance totale, la jouissance de la mère, il faut arrêter cette jouissance. Voilà, ça s'appelle la castration. Et petit à petit, on va rentrer, ce que disent les Freudiens ou les Lacaniens, dans le symbolique, ce qu'on appelle le symbolique. Donc il y a l'idée d'un renoncement à la mère, en quelque sorte. Mhm. Alors, Solier, mais avant lui, bien évidemment, Carl Gustav Jung, Bien sûr. donnait déjà une alternative, si vous voulez. Parce que Jung ajoute au schéma freudien, il ajoute le prégénital, c'est-à-dire qu'il va ajouter un stade relié à la grande-mère. C'est ce que Jung va apporter. Quand il va considérer la mère, pas seulement comme, en tout cas, il va considérer le recours à la grande-mère, pas seulement comme quelque chose de régressif qui serait lié à une jouissance totale et à une régression de l'être, qui serait à empêcher, à interdire, mais il va considérer que la grande-mère est un analogue d'un inconscient transpersonnel, collectif, et que cet inconscient peut nous aider à nous réparer, à renaître, enfin à nous réparer. Voilà. Parce que dans cet inconscient, il y a des grands schèmes, il y a des grands, des grandes structures organisatrices qui permettraient au psychisme de se réparer. Voilà. Bon, c'est ce qu'il a Mais appelé c'est, les archétypes, etc. Et c'est pour ça que nous parlons des mythes aujourd'hui. oui, Donc, ça veut dire que pour Jung, la grand-mère n'est pas que négative, contrairement à Freud, si vous voulez. oui, et c'est pour ça que Jung d'abord et Solier ensuite se sont intéressés au mythe des grandes mères, grandes déesses mères, parce que ça, c'était à la fois historiquement une étape où elle avait une réelle importance, surtout avant la prise de conscience, enfin la connaissance par l'homme, par le mâle, qu'il avait un rôle dans la fécondation, la mère, la femme, la, elle avait une toute puissance. Il est tout à fait compréhensible que symboliquement, elle était omnipotente, elle était très puissante. Et c'est pour ça, sans doute, que Jung et Solier remontent à des mythes plus anciens que le mythe grec d'Oedipe. Absolument, Euh, mais c'est parce que surtout, si vous voulez, ils ont vu, mais Jung, bon, puisque c'était le premier, Jung a vu que au niveau clinique, c'était porteur. Cette idée, par exemple, de régression ou de même pas de régression, mais de plonger dans l'inconscient et de travail avec les rêves, une fois que Jung a ouvert son système à un plus large que la sexualité, c'est-à-dire en disant que ce qui rendait l'homme névrosé n'était pas que de l'ordre de la sexualité, mais était de l'ordre plutôt d'une coupure avec l'inconscient, eh bien, une fois qu'il ouvre le système freudien à quelque chose de beaucoup plus large,
eh bien, Jung découvre que l'inconscient a cet aspect réparateur, régénérateur et positif aussi. Il a aussi un aspect négatif, bien sûr, mais il a aussi un aspect positif. Et bien, à partir de là, euh, il accepte de suivre ce que dit l'inconscient, le travail avec les rêves, et il découvre dans ce travail avec les rêves, dans l'inconscient, qui est une matrice, qui est un peu une grande-mère, l'inconscient, si vous voulez. L'inconscient a un aspect grande-mère, c'est-à-dire au sens d'une matrice, si vous voulez. Et donc, il découvre que un processus est en cours, se déroule, et si on suit ce processus, eh bien, le processus inclut lui-même différentes étapes, y compris de castration ou de sacrifice et de transformation. C'est-à-dire qu'il découvre en quelque sorte que la grand-mère ou l'inconscient n'est pas que négatif et qu'on peut se transformer et devenir un sujet par un travail avec l'inconscient. Voilà. Que ce n'est pas nécessairement un père extérieur qui doit venir couper les choses, c'est-à-dire que ce n'est pas une intervention extérieure qui va venir castrer le sujet, et que si cette intervention extérieure ne se produit pas, eh bien, le sujet deviendra psychotique, si je caricature et que je simplifie. Jung dit non, je découvre autre chose, je découvre que l'inconscient lui-même comprend des structures qui peuvent amener un sujet à devenir lui-même. Et Solier reprend cette idée. Solier reprend cette idée. Il dit aussi qu'effectivement, si j'ai pas eu un autre, bon voilà, il parle de père concret. Si j'ai pas eu un père, avec la mère, et étant donné ce que nous venons de dire, par tout un processus intérieur, je peux devenir un sujet normal et inséré dans Oui, cette société. Ce que la psychanalyse freudienne déniait, on va dire, en tout cas de l'époque, hein, parce que les choses ont changé. Là, on parle des années 78, mais même des années 60, 50, 40, 30, etc. Bon, là, mhm, euh, les choses ont beaucoup évolué aussi, quand même du côté des freudiens et des lacaniens, je veux dire. Mais en tout cas, à l'époque, pour un freudien ou un lacanien, s'il n'y avait pas de père, oui, eh bien, on devenait, allez, je caricature, mais psychotique, c'est-à-dire on devenait un sujet qui oui, n'était pas, oui, oui. qui pouvait pas être inséré dans une société. Mais parmi les conférences de Soulier, il aborde ce propos et il dit qu'à travers l'animus de la mère, un enfant orphelin peut très bien se construire. Et il donnera les exemples de Saint-Exupéry et de Mermoz, par exemple. Mais lui-même, d'ailleurs, s'est construit. Il était orphelin de père. Il a lui-même, il a parlé de quelque chose qu'il connaissait bien. Je voudrais parler du mythe d'Isis et d'Osiris parce qu'il occupe une place très particulière dans l'œuvre de Pierre Solier et surtout dans La femme essentielle. Et auparavant, si je vais essayer de montrer un petit extrait d'une émission qui s'appelle Océanique sur FR3, qui a dû être diffusée il y a une trentaine d'années sur Pierre Solier. Il parle d'un cas, ça dure quelques minutes, du cas Lore où il fait le rapprochement entre le mythe d'Osiris, d'Isis-Osiris, avec le cas Lore. Alors je vais essayer de vous montrer ce D'accord. document. Ce qui m'avait attiré l'attention chez l'homme, c'est de me dire ce que je n'ai pas supporté le jour de l'enterrement de maman, c'est de quitter le cimetière et de la laisser dans cette caisse, dans cette boîte à verre. Et sarcophage, hein, l'étymologie, c'est sarx, la chair, la viande, et phagos, manger. C'est le mangeur de viande, le sarcophage. Elle s'était d'elle-même, spontanément, avant même que nous parlions de cette mythologie des morts, allongée sur ce divan. Vous voyez, ces pleins de coussins. Elle avait enfoui sa tête sous cet oreiller, elle se recouvrait de tous ces coussins, et c'est ce qui me mit aussi, l'une des choses qui me mit la puce à l'oreille, c'est que elle s'était mise en somme dans la boîte de sa mère, dans la boîte à verre, dans le sarcophage osirien, là même où Isis va le découvrir. Et par conséquent, elle était en même temps Osiris d'avant sa résurrection, c'est-à-dire Osiris nanti du membre viril. Sur le livre des morts se greffe ici l'histoire particulière d'Isis et d'Osiris. Osiris est tué par son frère Seth, l'incarnation des forces du mal. Isis, l'épouse et sœur d'Osiris, part à la recherche de son corps.
le retrouve à Byblos en Palestine et le ramène dans un sarcophage en Égypte afin de le ressusciter. Dès qu'il l'apprend, Seth s'empare à nouveau d'Osiris et le déchire en morceaux. Dans une quête éplorée, Isis rassemble ces morceaux dispersés, sauf un qui est définitivement perdu et qui est le phallos d'Osiris, qu'elle remplace par un simulacre qu'elle fabrique elle-même. De ce jour, Osiris devient le roi des morts, le souverain de la Menti, la région où les défunts qui s'en sont révélés dignes connaissent la résurrection. Aller retrouver ce mythe, pour moi, c'était aussi retrouver le propre deuil non terminé de ma propre mère. En somme, nous nous sommes rencontrés, Laure et moi, dans un plan de ce fameux inconscient supra-individuel, collectif, où ces grandes mères archétypiques de mort et de résurrection, Dieu merci, ne font qu'une seule et même chose. La maman de Laure, de famille, et ma maman de Pierre Solier sont deux choses radicalement différentes. L'archétype de la grande mère, de mort et de vie, ou de renaissance, c'est une seule et même chose pour tout le monde. Et c'est pourquoi, en allant fouiller dans ce grand mythe d'Isis et Osiris, en allant fouiller dans le livre des morts des anciens Égyptiens, je me soignais moi-même. Alors, allez-vous me dire, c'est ça de la psychanalyse, c'est pourquoi j'ai prévenu d'entrer. Non. Là, nous ne sommes plus dans la psychanalyse classique. Même dans la psychanalyse classique, je dirais jungienne. Individuelle, en tout cas. Nous sommes passés dans une cure qui se rapproche beaucoup plus du chamanisme que de la psychanalyse. Vincent, après avoir vu cet extrait, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais c'est-à-dire que Solier, dans cet extrait, nous projette d'emblée dans l'inconscient suprapersonnel, l'inconscient collectif. Et pour ça, il a fallu effectivement avoir une sagacité importante et pour moi, de retrouver l'essentiel de l'enseignement jungien. Et c'est-à-dire qu'il a pu repérer dans le drame individuel de Laure, il a pu repérer que se jouait euh, comme en creux, mais aussi comme une demande de Laure, se jouait le mythe d'Isis et d'Osiris. Donc il a pu repérer certains schèmes, certains patterns que vivait Osiris, lapsus, que vivait Laure, et notamment quand il relate cet extrait où, dans son corps, elle revit une forme de mise en bière, comme il le dit. Dans son corps, elle vit, quand elle se recouvre de coussins, c'est une forme de mise en sarcophage, en quelque sorte. Et, euh, et là, on retrouve cette séquence mythique de mort et de résurrection. Voilà. Et effectivement, pour cela, il faut que l'analyste, euh, le thérapeute, passe d'un plan individuel, d'essayer de comprendre les angoisses personnelles du sujet. Évidemment, il les prend en compte, mais il faut qu'il passe en même temps sur une autre dimension, qui est la dimension archétypique, mythique, qui se trouve dans l'inconscient, et de la faire jouer en plein, en quelque sorte, de la faire jouer à plein, pour que cette dynamique psychique transpersonnelle qui est au fond de chacun d'entre nous puisse orienter l'énergie, la libido, dans l'inconscient de sa patiente. Et donc, effectivement, parfois, on assiste, alors, sur un plan clinique, à des patients, à des sujets qui sont dans des deuils pathologiques, qui sont dans des dépressions importantes, dans des chaos importants,
et où euh, on peut découvrir en creux, comme en arrière-plan, on peut reconnaître des séquences mythiques. Et là, comme je le disais précédemment, l'avantage des mythes, c'est que ça nous offre un cycle complet d'un processus. Oui, Quand Pierre Solier retrouve le mythe d'Isis-Osiris euh, caché, je dirais, à l'intérieur de ce que lui apporte l'or, eh bien, il retrouve un processus complet du début à la fin avec une lise, avec une solution, hein, la lise, oui. c'est-à-dire la fin du mythe qui offre une résurrection en quelque sorte. Ce qui, pour l'analyste, est important de savoir qu'il y a, oui, Je crois qu'il en prend une d'autant plus résurrection conscience possible. que il le dit, ça le concerne aussi, lui aussi, parce que lui aussi, le deuil de sa mère, il n'en était pas tout à fait sorti. Et bon, ensuite, quand elle dit que quand elle quitte le cimetière, elle a l'impression de la laisser dans une boîte à viande, ça aussi, ça a fait tilt chez Solier. Les deux réunis, il parle même de synchronicité, cette rencontre avec cette patiente. Euh, mais moi, la question que je me pose, c'est, tu parles de dépression lourde, et justement, euh, pour une névrose, on va dire, un mal de vivre, qui est quand même assez, c'est quand même une part importante de la clientèle des analystes. Est-ce que, est-ce que on peut remonter aussi loin? Est-ce qu'on peut retrouver des mythes? Ou est-ce que c'est pas quand même des troubles plus profonds, justement, soit par rapport à un schizophrène ou à une dépression très profonde? Euh, Moi, bon, effectivement, la clinique de l'inconscient, de la psychologie des profondeurs, est une clinique singulière du sujet. Donc, effectivement, c'est difficile de donner des grandes catégories. Mais moi, je ne pense pas. Je pense que les sujets, on peut repérer dans diverses situations, diverses analyses, on peut repérer des séquences mythiques parce que les archétypes sont actifs au fond de chacun d'entre nous. Alors, il y a cette belle phrase de Hölderlin, hein, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans une analyse. Alors, effectivement, par rapport à ce que vous dites, c'est cela. C'est-à-dire que là où le péril est plus grand, ce qui sauve, c'est l'activation archétypique, en quelque sorte. Donc, effectivement, plus le péril est grand, plus il y a une Oui, activation archétypique oui, importante, je vais dire, pour oui, aider à secourir le sujet, si je puis m'exprimer ainsi. Mais moi, je oui. pense que chez chaque sujet, il y a parfois des rêves euh, transpersonnels qui sont activés. Ne fût-ce que, par exemple, on a déjà vu, par exemple, la question pour les hommes du féminin, pour les femmes du masculin. C'est pas c'est pas aussi rare que cela. Par exemple, telle dame qui a une difficulté avec le masculin, etc., ou le lien est compliqué, eh bien, je me souviens d'une personne, d'un rêve, par exemple, et qui peut être un rêve pas si rare que ça, où un homme euh, arrive de l'océan et marche sur la plage et se présente comme ça auprès de la jeune femme en question ou de la femme de divers âges. Et ces rêves-là, même chez la personne que vous dites c'est une névrose commune, eh bien, il y a ce genre de situation parce que l'inconscient transpersonnel est toujours au rendez-vous, en quelque sorte. Mais oui, moi, c'est vrai que si vous évoquez les rêves, ça m'interpelle moins parce que le rêve, effectivement, on peut retrouver des choses très archaïques. Mais non, je pensais sur les symptômes, plutôt à travers des symptômes de mal vivre. Est-ce qu'on peut justement arriver à y voir, à déceler un mythe qui se joue? Bon. Mais d'ailleurs, ça me permet de vous poser la question parce que vous avez fait votre thèse sur la schizophrénie Oui. et, et puis vous parlez aussi pas mal de chaos, ce qui me laisse penser que vous, vous êtes intéressé à des troubles assez profonds.
Ce qui est en général plutôt la démarche du psychiatre qui travaille dans les hôpitaux psychiatriques. Qu'est-ce que, comment vous expliquez un petit peu d'aller directement dans le dur, si on peut, si je peux dire. Oh, écoutez, alors là, bon, ben, on peut parler peut-être d'équation personnelle. Bon, euh, mais c'est vrai que si vous voulez, d'emblée, dans mes études de psychologie, effectivement, j'ai été intéressé par des pathologies qui étaient effectivement celles où il y avait le plus grand chaos, etc. Parce que, bon, notamment la psychose, parce que voilà, c'était une énigme pour moi et que effectivement, c'était laissé un peu de côté. Et effectivement, dans les études, il nous était transmis que finalement, on n'y connaissait pas grand-chose. Voilà, donc moi, j'ai voulu creuser. Et puis, j'avais aussi un intérêt important pour Jung. Et puis, j'ai fait divers stages en hôpital ou dans des institutions. Il y avait des psychotiques, des schizophrènes, etc. Et tout de suite, j'ai vu qu'on était en plein dans le monde archétypique. Et donc, je me suis dit, effectivement, et ça, c'est tout le travail de ma recherche qui a donné cette thèse, eh bien, c'est de découvrir que effectivement Jung avait totalement raison et que c'était possible de faire quelque chose avec des personnes en situation de chaos et de crise importante et que bien vite l'inconscient transpersonnel était au rendez-vous et bien vite on pouvait c'est-à-dire que la découverte de Jung, mais après d'autres psychanalystes après lui, moi j'aime beaucoup certains post-freudiens qui sont vraiment remarquables, hein, qui ont travaillé avec la psychose. Mais ce que Jung nous dit, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre dans le délire et que le psychotique est notre frère en humanité et notre frère en inconscient. C'est pas une espèce différente. Et donc, à Je crois, partir de ce moment-là, eh bien, il y a un fond commun à toute l'humanité, qui est un fond archétypique, et on peut y reconnaître quelque chose. Voilà. oui. Et je crois d'ailleurs que son apport principal a démarré lorsqu'il a écouté le discours qui semblait incohérent. À son époque, c'était pas habituel d'écouter le discours. Même Freud, qui était venu lui rendre visite au Bürgersli, lui dit comment vous faites pour passer une heure avec cette dame aussi, enfin aussi laide ou aussi. Donc c'était pas, c'est de là qu'a commencé l'aventure, je pense, pour Jung. Parce qu'il a prêté l'oreille à ces discours qui lui semblaient incohérents et il a laissé de côté sa théorie. Exactement, absolument. Et alors, après, il a fait lui-même le voyage intérieur, la plongée, hein, Bien sûr. et c'est ce qui a donné le livre rouge. Oui. Je vais essayer de partager un document qui pourrait un peu résumer. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, voilà, là je vais essayer de le partager. Non, c'est pas celui-ci, ça serait plutôt celui-ci. Voilà. Est-ce que vous voyez un document à l'écran? Oui, oui, tout à fait. Oui, Voilà. Ça serait une façon de résumer un petit peu comment les mythes, ils remontent sur des mythes assez anciens, donc Babylone. Et parce que pour lui, c'est ce que vous disiez du pré-génital. Et si on lit un peu, ça c'est tiré de la femme essentielle, hein, euh, il situerait donc le mythe Apsu-Tiama babylonien à un stade oral, génital 1 oral. oui, Et le mythe Seth Hathor, donc Isis Osiris, a une syzygie anale, donc un stade anal, et enfin Agditis Cybèle, un stade génital. Est-ce que pour vous, ces schémas freudiens peuvent se, peuvent se coïncider avec une psyché collective, un schéma phylogénétique? alors oui, c'est-à-dire que bon, le mot syzygie, hein, ça veut dire effectivement, c'est un peu, c'est l'idée du couple, c'est l'idée de masculin-féminin. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi, parce qu'au niveau d'une syzygie orale, la syzygie, c'est l'union du masculin et du féminin, et
moi j'aime beaucoup aussi, je trouve que Eric Neumann complète bien les réflexions sur ces sujets, parce que lui, il va parler d'Ouroboros. Parce que au niveau oral, et ce que nous dit Solier, on est vraiment au premier niveau, et on est au niveau cannibalique et de la dévoration. Donc on est vraiment dans un côté quelque chose de très archaïque. Alors, effectivement, au niveau de la psyché individuelle, on pourrait, donc l'ontogenèse, on pourrait aussi faire le lien avec Mélanie Klein et les différents stades schizoparanoïdes, dépressifs, etc., où le stade schizoparanoïde peut correspondre à la syzygie orale et une partie de la syzygie anale, en quelque sorte. Et alors, au plan de la phylogénèse, c'est-à-dire que, euh, bien entendu, au niveau de la phylogénèse, qui est donc l'émergence et le développement au niveau de l'espèce, eh bien, je pense que ça correspond aussi à quelque chose dans l'inconscient collectif. Maintenant, de là à dire, et là, bon, moi, je ne suis pas assez calé en anthropologie et en paléoanthropologie ou en histoire de l'espèce humaine. euh, il faudrait peut-être ça correspond aussi à des évolutions de la société, enfin des sociétés depuis le néolithique, le paléolithique, puis mésolithique, néolithique, etc., et jusqu'à nos jours. Euh, Ça peut peut-être correspondre à quelque chose de cet ordre-là. On peut en faire l'hypothèse, voilà. Ah ben, disons que le Solier a quand même en fait une démonstration, hein, on pourrait dire. Enfin, il y aura une thématique sur la, la, la similitude phylogénèse-ontogénèse. Moi, je pense qu'il en fait une démonstration. Oui, mais écoutez, moi, c'est la partie où si vous voulez, moi, je sais pas si c'est de l'humilité bon, mais moi, je ne suis pas assez calé dans le développement de toute l'espèce humaine. Je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'on découvre ce qu'il en était au néolithique, avec enfin, l'homme de Néandertal, puis l'Homo sapiens, etc. Donc, j'entends tout à fait, et c'est une hypothèse qui pour moi est très forte, hein, mais je pense quand même il y a si vous voulez, bon, ben là, c'est toute une autre. Enfin, je veux dire qu'il y a des choses qui correspondent, mais il y a des choses, je pense que depuis une cinquantaine d'années, il y a eu des découvertes, il y a eu des évolutions, et on découvre plein de choses nouvelles sur ces domaines. Par exemple, je prendrais simplement le- l'homme occidental croit qu'il est le sommet de la pyramide, notamment avec l'idée de la civilisation et d'un rapport à la nature et l'idée de dominer la nature. Or, quelqu'un comme Philippe Descola, un anthropologue qui enseigne au Collège de France, nous dit qu'en fait, on ne peut pas dire il n'y a pas de civilisation primitive. Chaque civilisation, chaque peuple a un rapport humain à la nature. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un rapport primitif à la nature, il y a un rapport évolué à la nature. Voilà, même là où il a travaillé sur son terrain, qui était des Indiens au Brésil, il a vu que ce n'était pas des sauvages comme on le dit, hein, et d'ailleurs Claude Lévi-Strauss aussi reprend, Oui. Ils ont un célèbre. rapport à l'un réel avec une amplitude qui vaut largement la nôtre dans leur système symbolique à eux. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une découverte à partir de Lévi-Strauss et puis de Philippe Descola et puis d'autres anthropologues, certainement, mais qui montre que, en tout cas, on s'est trompé quand même, ou l'humain a toujours un rapport humain à la nature. Et il n'y a pas des humains qui ont un rapport enfin, sauvage à la nature. Tout est toujours repris dans un système symbolique très élaboré. Et c'est On, et c'est ça qui, quand même, ce sont des travaux qui remettent en question mais certaines prises de on position pourrait dire, précédentes. on pourrait dire à peu près la même chose des mythes. Au XIXe siècle, ils étaient considérés comme une maladie du langage. Et alors que dans la civilisation dans laquelle ils se formulaient, ils s'exprimaient, ils étaient tout à fait, comment dire, en symbiose avec l'homme et son rapport au monde. Il y avait
une intelligence du rapport entre leur monde symbolique et l'être humain. Absolument. Mais si vous voulez, ça paraît des détails tout cela, mais ça me semble important. Par exemple, on voit quand même que euh, notre rapport à la nature actuellement, qui est plutôt un rapport, je dirais, anal ou, enfin, génital, anal et oral, parce qu'on est dans la possessivité, on est dans la domination, donc l'esclavagisme de la nature, et on est dans l'oralité, on est dans une dévoration. Et c'est bien ça qui va mettre et peut-être notre civilisation, notre planète, enfin, qui mène déjà notre civilisation en péril, mais qui peut faire que notre planète soit détruite. Donc là, il y a un rapport aussi primitif. Ce que je veux dire, c'est que on est peut-être très évolué, mais si ça mène à notre destruction, il y a de quoi se poser de questions très importantes. Et du Mhm. coup, c'est ça que je veux dire, c'est que on est là face à un moment de vérité et où on doit revenir, notamment dans nos pays dits évolués, eh bien, à quelque chose d'un peu plus dit aussi primitif. Et notamment, Pierre Solier parle de chamanisme. Eh bien, oui, c'est-à-dire le chamanisme, c'est un rapport beaucoup plus vivant à la nature et euh, moins abstrait ou moins dominateur en quelque sorte. Voilà. Voilà. Et du coup, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à ce que nous dit Solier, moi, je pense que il a en grande partie raison, mais moi, j'y mets juste quelques bémols, ne sachant pas tout à fait euh, comment tout cela s'est passé. Voilà. Euh, D'accord. Alors moi, je vous donne rendez-vous pour la troisième émission, troisième thématique, parce que ça sera justement la phylogénèse et l'ontogénèse, le parallélisme. Et là, j'aurai des documents à fournir et puis des enregistrements qui nous permettront d'aller plus loin dans la conversation. Pour terminer cette émission, enfin cette interview sur le mythe, sur la mythe-analyse et le mythe, auriez-vous quelque chose à ajouter, une lecture à recommander ou peut-être quelque chose à rajouter sur ce sujet? Écoutez, je dirais juste que, bon, moi, je vous remercie de faire cette interview et surtout de mettre en avant l'œuvre de Pierre Solier, parce qu'effectivement, nous avons besoin de, de, de rappeler l'importance de cette couche mythique et archétypique au fond de chacun de nous et donc de revivifier ce type d'approche, voilà, qui vraiment fait pleinement confiance et qui donne sa pleine valeur et sa pleine capacité à ce monde archétypique. Alors bien entendu, il ne faut pas s'identifier et se faire posséder par ce monde archétypique, il faut un moi bien, bien solide, mais je pense que l'œuvre de Pierre Solier a le mérite de ramener cette couche, cette dimension-là qui se trouve au fond de notre psychisme, à l'avant-plan et au niveau clinique. Donc voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Je vous remercie Vincent Prouvé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Je vous Merci remercie. beaucoup.